Bonsoir messieurs, bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est depuis quelques jours déjà que la RDC a son nouveau gouvernement, un gouvernement qui compte 54 membres. Aujourd'hui, nous allons analyser en tout cas la composition de ce gouvernement en profondeur avec tout ce qui va avec comme représentativité, les personnalités qui ont été nommées au sein de ce gouvernement. Nous allons essayer un peu de comprendre les priorités sur lesquelles devrait s'attarder ce nouveau gouvernement souminois. Nous allons parler de tout ça, décortiquer, entrer un peu en profondeur. Vous le savez aussi, c'est après la nomination de ce gouvernement, il y a eu des mécontents, il y a eu des grognes, mais au sein même de la famille politique du chef de l'État. Nous allons essayer un peu d'en savoir davantage. Et pour en parler, ici, je reçois à ma gauche Sibouaba Akab. Il est au cadre de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent en ce moment. Merci pour l'invitation à Malaika Radio-Télévision et à la Politique à la carte. Aimer le Congo, aimer les Congolais, c'est par cela que nous allons vaincre tous les défis qui s'imposent à nous dans cette communauté de destin patriotique à laquelle je convie chacun et chacune d'appartenir. Merci. Très bien. En face de vous, Héritier Ebaya, il est analyste politique indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation en Politique à la carte. Merci Narcisse, merci également aux téléspectateurs de l'émission Politique à la carte qui vont nous regarder ce soir. Merci également à M. Tibaboye, je lui dis également bonsoir et je le convie à un débat républicain. Voilà, sans plus tarder, le décor étant déjà planté, nous allons commencer avec cette émission. Voilà, 54 membres, on devait attendre jusqu'à 2h, 3h du matin pour avoir les noms de ceux qui vont composer désormais le gouvernement souminois. Voilà, on a dévoilé ces noms-là. Je vais commencer avec vous, Sibouaba Akab. Quand vous avez suivi l'ossature de ce gouvernement, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête de manière générale? Merci beaucoup pour la question. De manière générale, il faut cependant directement dire que la composition du gouvernement, nous espérions personnellement un gouvernement à taille sensiblement diminuée, c'est-à-dire autour de 40-45 ministres. Mais personnellement, j'ai été déçu du fait qu'il y a eu une diminution de 3 ministres seulement, 3 postes ministériels seulement, par rapport au gouvernement Samalukonde II. Deuxième chose que je souligne dans ce gouvernement, une note positive, c'est la représentation féminine. Et cette fois-ci, nous avons des ministres femmes qui occupent des postes, des portefeuilles très importants. Mais également, dans ce gouvernement, c'est depuis le gouvernement Matata Pognon jusqu'à ce jour que nous avons, la République démocratique du Congo, a la chance d'avoir un gouvernement au sein duquel il y a des grosses pointures en termes scientifiques, de gens très expérimentés, de personnalités du monde scientifique, de personnalités du monde de business, d'affaires, qui font leur entrée dans ces gouvernements avec espoir. Et surtout, une note positive, encore une note positive, c'est le fait que dans ces gouvernements, on ait débarqué une ministre de la Justice qui venait de la société civile, qui, pour nommer un ministre de Justice qui vient de l'opposition politique républicaine, M. Constant Moutamba, lequel nous l'avons suivi pendant la campagne électorale, était vraiment prolifique tant à ce qui concerne les propositions et les alternatives, notamment du secteur judiciaire, peut-être nous allons en parler,
Et nous avons également bien nombre de personnalités comme ça, et la société civile dans ces gouvernements est représentée par 3 membres. Est-ce que pour revenir sur 3 ministres femmes, Léonie Kandolo, Madame Issambo. Pour revenir sur Constant Moutamba, il est vraiment de l'opposition. Monsieur Constant Moutamba est membre de l'opposition. Il a la légitimité d'être membre de l'opposition, plus que, je parle de son parti, plus que le parti de M. Moïse Katumbi qui est Ensemble pour la République. Parce qu'il vous souviendra que Ensemble pour la République, lors de déferlement de la majorité FCC-CACH ou de son éclatement, nous avions vu à la naissance de l'Union sacrée, notamment Ensemble pour la République, faire partie de cette majorité gouvernementale avec des portefeuilles importants et une participation active au gouvernement sans le condé 1. Donc, pendant ce moment-là, le parti de M. Moutamba était toujours dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons parler en termes d'opposition qui soit institutionnelle, c'est-à-dire M. Constant Moutamba, son parti et le parti de M. Katumbi, nous estimons à juste titre que M. Constant Moutamba est plus opposant que M. Katumbi, qui a été à la gestion de ce pays avec l'Union sacrée lors de ses premières années de sa création. Mais pourquoi vous donnez l'impression, vous du pouvoir, l'impression de choisir les bons opposants que vous aimez bien par rapport à d'autres? Non, ici... Surtout avec Constant Moutamba. Ici, c'est la factualité. C'est votre opposant le mieux chéri, le mieux aimé. Ici, nous sommes devant le fait, et lorsqu'on est devant les faits, on doit garder qu'une seule attitude, l'acceptation des faits. Ici, nous avons 2 cas de 2 partis politiques, c'est-à-dire le parti de M. Moutamba et le parti de M. Katumbi. Nous les comparons, parce que je ne vais pas parler de l'idée de M. Fayoulou, d'autant plus qu'il n'est pas représentatif au niveau du Parlement. Encore faudrait-il parler probablement de M. Matata Pognon et de son parti, qui sont de l'opposition. Mais lorsque nous considérons l'ancienneté dans l'opposition, nous ne pouvons pas, nous devons quand même avoir l'honnêteté de dire que M. Moutamba, M. Adolphe Mouzito, M. Matata Pognon, M. Martin Fayoulou sont plus opposants que le parti de M. Katumbi qui, lui, était à la gouvernance lors de la création de l'Union sacrée. Ça, ce sont des faits. Et donc, mais aujourd'hui, lorsque vous regardez pourquoi M. Constant Moutamba a été choisi, moi je pense que le président Tshisekedi a suivi, comme tout le monde, la période de la campagne, a suivi tous les candidats et leurs propositions, pendant que les autres s'embourbaient dans des discussions inutiles, puériles. Il y avait des candidats qui se distinguaient, notamment M. Constant Moutamba. Moi, je l'ai suivi personnellement sur plusieurs plateformes où il dévoilait son programme, son ambition et qui déclinait noir sur blanc ce qu'il pouvait faire, notamment dans le secteur de justice. Et moi, je donne beaucoup de chances à ces jeunes leaders, M. Constant Moutamba, qui, nous espérons, va imposer ses marques indélébiles au niveau du ministère de la Justice et garde sceaux. Voilà, Héritier Maïla, vous avez aussi suivi cette publication du gouvernement. De manière globale, d'abord, comment vous avez trouvé ce gouvernement? Bon, j'ai trouvé qu'on n'a pas évolué. Nous sommes restés en 2006. En 2006, pourquoi? Parce que nous sommes dans la même configuration où c'est un gouvernement de récompense, un gouvernement de partage du pouvoir. On devrait satisfaire tout le monde. C'est qui avait causé même les retards en ce qui concerne la sortie de ce gouvernement, parce qu'il fallait que tous ceux qui ont participé à l'élection ou à la campagne du président de la République pour son second mandat, qu'il soit récompensé. Et on était obligé d'aller jusqu'à 54 personnes qu'on devrait nommer, et à regarder aussi la taille de ce gouvernement, ça inquiète, surtout que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi qui est au pouvoir. Si on doit les juger ou les critiquer par rapport à son père qui était Premier ministre,
qui n'avait pas formé un gouvernement de 40 personnes. Le gouvernement d'Étienne Tshisekedi avait au moins 36 ministres. Si on pouvait s'inspirer même de cet exemple, ça allait très mieux. Et Étienne Tshisekedi lui-même, au début de sa carrière politique, après avoir quitté l'MNC Lumumba, il était dans le Conako de Moïse Tshombe, qui était Premier ministre en 1964, qui avait réussi à former un gouvernement de 10 ministres. Bon, pourquoi ne pas réduire la taille du gouvernement? Donc on peut dire aujourd'hui, si Étienne Tshisekedi se réveillait, il aurait reproché quelque chose à son fils. Il ne sera pas content. Pourquoi former un gouvernement avec 6 vice-premiers ministres? Et vous savez ce que ça implique par rapport au coût, par rapport au budget. Et pourquoi avoir 9 ministres d'État dans un gouvernement? Ils n'ont pas la même qualité que les simples ministres par rapport à leur cabinet, par rapport aux moyens, par rapport au fonctionnement. Ça va coûter. Et dans ce gouvernement, bien que c'est constitutionnel, mais on va aussi très loin. On voulait appliquer la Constitution jusqu'au bout, jusqu'à créer 4 ministres délégués. Bon, je me demande, dans une configuration où d'abord le budget n'est pas suffisant pour la population, pourquoi créer tous ces postes qui vont occasionner beaucoup de dépenses à ce qui concerne le fonctionnement de cette institution? À mon avis, par rapport à notre budget qui n'est pas suffisant jusque-là, on devrait avoir un gouvernement avec une taille réduite pour qu'on n'arrive pas à dépenser beaucoup d'argent dans le fonctionnement du gouvernement. Et par là, avec 54 ministères, je crois que ça sera un peu trop, et ça va peser, et beaucoup d'argent seront dépensés à ce qui concerne le fonctionnement des institutions. Et aujourd'hui, près de 70% de notre budget est consacré pratiquement au fonctionnement des institutions, et ce qui fait qu'on ne ressent pas beaucoup plus d'évolution dans le vécu quotidien des Congolais. Donc la taille de ce gouvernement m'inquiète par rapport aux moyens qui seront alloués pour son fonctionnement. Voilà. J'aimerais, vous aurez la latitude de revenir sur ce qui vient d'être dit, mais je voudrais qu'on évolue déjà avec l'analyse sur la représentativité. Aujourd'hui, 54 membres du gouvernement. Nous avons 26 provinces, mais il y a des provinces qui ne sont pas représentées au sein de ce gouvernement. Comment vous pouvez justifier cette discrimination? Merci beaucoup. C'est aussi une inquiétude. Moi, je reviens paraphraser M. Maïla. Lorsqu'il parle de cette taille du gouvernement, déjà au départ, j'ai été inquiété du fait que toute la campagne, le président de la République, chef de l'État, l'a menée sur la base de la réduction du train de vie des institutions, et il se faisait entendre que la taille du gouvernement sera réduite. On mijotait autour de 40 postes ministériels. Mais curieusement, nous avons en face de nous ces gouvernements de 54 membres. Mais lorsque vous regardez dans sa composition, comme M. Héritier l'a dit, il y a 6 vice-premiers ministres. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, autant de ministres d'État, de ministres délégués. Mais le comble dans tout ça, c'est que l'on a voulu se rabattre pour satisfaire aux caprices des politiciens, des regroupements politiques, et ainsi de suite. Mais les gens sont insatiables, les politiciens sont insatiables. C'est pour cette raison que nous avions appelé le président de la République à user du courage politique, de former un gouvernement avec Madame la Première ministre Judith Suminwa, un gouvernement de taille très sensiblement réduite, parce que vous n'arriverez jamais à satisfaire tout le monde. Voilà la preuve aujourd'hui. À la sortie du gouvernement de la République, vous avez une frange de députés nationaux de l'Union sacrée qui sont mécontents du fait que le regroupement n'aurait pas mérité ceci ou cela. Mais en somme, pour répondre à votre question, il se pose également un problème de représentativité nationale au niveau de ce gouvernement, parce que 2 provinces, pas le moindre, sont absentes de cette composition du gouvernement. Nous parlons de la province du Maniema, qui a 0 ministre, 0 vice-ministre,
0 ministre délégué. Nous parlons de la province, de la ville-province de Kinshasa, qui a la même situation des faits. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons par exemple la province du Kasaï oriental, qui a à son compte 6 ministres, 5 ministres pour la province de Mongala, 4 ministres pour la province du Nord Kivu, 4 ministres pour le Sud Kivu, 3 ministres pour le Kasaï central et 3 ministres pour le Congo central, 2 ministres pour le Haut-Katanga, pour le Maïdombe, pour le Sankour, pour Ituri, pour Tanganyika, Équateur et Sud-Ubangi et Kwilu. 1 ministre pour le Mami, Lualaba, Olomami, Norubangi, Kwango, Kasaï, Chapwa, Otwele et Batwele. Donc, vous avez là une disparité prononcée et qui frise notamment la frustration. Et voilà pourquoi vous avez vu le député de la province du Maniema, y compris le membre de l'opposition, je parle de M. Matata, qui ont rédigé une communication pour faire entendre leur voix en disant non, comment est-ce qu'une province qui a contribué substantiellement à la majorité au niveau au Parlement, au niveau du gouvernement de l'Assemblée nationale, peut sortir avec 0 ministre, 0 vice-ministre, alors qu'il y a d'autres provinces qui en ont 6, il y en a d'autres qui en ont 5, 4. Donc, il se pose véritablement un problème de représentation nationale au sein de ce gouvernement. Alors, la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que l'on a pris tout ce temps, presque 6 mois, à cogiter, à se soumettre aux caprices des uns et des autres, pour sortir un gouvernement qui ne fait pas l'unanimité? Parce que ce gouvernement ne fait pas l'unanimité au sein même de l'Union sacrée, notamment lorsqu'il s'agit des répartitions de responsabilités pour les uns et pour les autres. Voilà pourquoi nous étions très clairs au départ pour dire au président de la République, vous n'arriverez pas à satisfaire tout le monde, sortez-nous un gouvernement qui fera l'unanimité du côté du peuple, c'est-à-dire un gouvernement de taille réduite. Si nous avions un gouvernement de 30 membres, et qu'une province ou 2 n'étaient pas représentées dans ce gouvernement, ça ne posera pas de problème. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement de 54 membres où nous voyons des provinces qui ne sont pas représentées. Ça pose problème. Très bien. Richard Maïla, il y a aussi cet aspect dans la composition. On voit pratiquement une vingtaine de têtes qui reviennent, qui étaient dans le gouvernement Sama Lukonde, alors que d'aucuns pensaient, bien sûr, avec le discours du chef de l'État, que, bon, voilà, on ne fera pas les mêmes erreurs, qu'on va... voilà, donc ça serait une nouvelle une manière de gouverner dans le pays, mais on retrouve une vingtaine de têtes qui reviennent. Est-ce que, est-ce que ça valait la peine? Bon, c'est juste une permutation. Moi, je me dis, si quelqu'un jouait dans un ministère, pourquoi le permuter dans un autre? Est-ce que cela veut dire que là-bas, il fera mieux plus que là où il était avant? On n'a pas eu juste le courage de le débarquer et d'essayer d'autres personnes. Surtout, c'était le souci de récompenser. Bon, on s'est dit, par exemple, Jean-Pierre Bemba a fait mieux pendant la campagne électorale. Il faut essayer de lui trouver une place, et là on le bombarde vice-premier ministre, mais on lui donne les transports. Donc on a essayé un peu de satisfaire tout le monde pour éviter de mécontentement. Mais ce que moi je voulais dire par rapport à la représentativité, c'est vrai, c'est constitutionnel, ça se retrouve dans l'article 90 de notre constitution, où on dit que le gouvernement national doit tenir compte de la représentativité nationale. Mais je me dis, jusque-là, le gouvernement n'est pas encore entré en fonction, parce qu'il doit passer encore par l'Assemblée nationale pour que le ministre soit validé. Et s'il y a des mécontents, ils peuvent utiliser la voie de l'Assemblée nationale pour que ce gouvernement ne passe pas et qu'on puisse procéder à d'autres nominations. De mon entendement, la représentation nationale dont il est question ici,
c'est par rapport aussi au poids politique qu'on a dans l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas avoir des députés à l'Assemblée nationale, mais vous voulez être dans les gouvernements. Ici, nous sommes en démocratie et c'est la majorité qui dirige. Si vous n'avez pas des représentants, beaucoup de représentants à l'Assemblée nationale qui sont de votre province, souffrez. Peut-être que vous n'avez pas de ministre, ce n'est pas un problème en démocratie, mais c'est la majorité, c'est la majorité qui dirige. Majoritaire là, est-ce qu'ils ne sont pas représentés sur toute l'étendue de la RDC? Prenons par exemple l'UDPS, parce que c'est parmi les grands partis au sein de cette majorité-là. Oui. L'UDPS est représenté sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'UDPS au Maniema? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'UDPS? Voilà, question de... Voilà, oui, bon, s'il y en a, bon, moi je me dis que ce n'est pas un problème. Parce que si on est nommé ministre, est-ce que c'est pour représenter sa province au sein du gouvernement? Je ne pense pas. Est-ce qu'on sera ministre pour travailler pour sa province? Je ne pense pas. Que ceux qui veulent travailler pour leur province, qu'ils restent dans les gouvernements provinciaux. Il y en a. Est-ce que si on retrouve beaucoup, par exemple, de Katangais dans le gouvernement, cela veut dire que le Katanga aura beaucoup de privilèges par rapport à d'autres provinces? Je ne pense pas. Le Katanga a dirigé ici pendant 18 ans. Est-ce qu'on a vu des grandes choses être réalisées ici parce que le président était de cette province? Ici, on doit se dire qu'on est Congolais et qu'on est au gouvernement. C'est pour travailler pour la nation, c'est pour travailler pour le Congo. Si on doit chercher à ce qu'il puisse y avoir équilibre, je pense qu'on ne le trouvera jamais. Il y aura toujours des provinces qui auront beaucoup de ministres par rapport à d'autres. Mais le ministre qui est au gouvernement, il faut le dire clairement, il ne représente pas sa province, il ne va pas là-bas travailler pour sa province, mais il travaille, c'est pour toute la nation. Alors, Simon Wakab, dans cette histoire, l'UDPS est beaucoup épinglé. Aujourd'hui, on dit, voilà, l'UDPS, c'est taper la part du lion en termes de membres au sein de ce gouvernement de 54 membres. Il y a même des mauvaises langues qui vont jusque, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, il faut le vérifier, qui vont même à parler de questions tribales par rapport à la représentativité du centre, donc du Grand Kasaï dans ce gouvernement. Est-ce que quelque part, c'est pas la volonté de tout s'accaparer de l'UDPS, quelque part, qui fait aussi mal là, au sein de l'Union sacrée? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est parce que vous l'avez souligné, ce sont de mauvaises langues, et aux mauvaises langues, il faut peut-être réserver le silence. Mais pour rencontrer votre question, il faut dire que l'UDPS et sa mosaïque, nous représentons plus ou moins 240 de députés nationaux. Et donc, voilà pourquoi nous relativisons le fait que quelques groupuscules de l'Union sacrée, s'il y a l'agitation... Est-ce qu'il faut relativiser ou il faut vraiment prendre en considération, parce que ce sont des frustrations? Il faut relativiser. Pourquoi? Parce que déjà que nous regrettons le fait que nous n'avons pas arraché un gouvernement à taille réduite, et vous avez certains individus de la majorité qui souhaiteriez être ajoutés à la liste que nous jugeons déjà très longue. Vous voyez que c'est en contradiction. D'abord, avec réduire votre quota pour insérer les autres, quand même. C'est une même famille politique. C'est là que je rencontre M. Héritier lorsqu'il parle de la représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous dis clairement que l'UDPS et sa mosaïque, c'est près de 65%, plus de 65% de représentativité au niveau de ce gouvernement, au niveau de ce gouvernement. Donc, c'est vous dire que lorsque nous partons aux élections, c'est ça le principe démocratique. Vous partez aux élections, vous affrontez les élections nationales, législatives nationales, vous convainquez le peuple, et le peuple vous donne confiance de diriger à un certain nombre de pourcentages, et vous avez l'obligation, la légitimité d'endosser cette représentativité du peuple au niveau du gouvernement national. Ça, c'est très important. Et lorsque vous regardez à la sortie du gouvernement, à la sortie des élections de 2023, du 20 décembre, l'UDPS et sa mosaïque ont raflé
plus de 240 députés nationaux. Et donc, à partir de ces moments-là, en politique, il n'y a pas de cadeau, même si le principe de la solidarité a œuvré. Pourquoi? Parce que aussi ce gouvernement... L'histoire politique congolaise démontre que le Congo a toujours évolué dans une certaine gouvernance consensuelle. C'est ça ce que je parle de la solidarité. Celui qui doit associer les autres. Bien sûr, c'est pour ça que nous parlons de la solidarité. L'UDPS et sa mosaïque auraient eu besoin de recourir à un parti politique, notamment comme l'UMC, qui a plus de 35 députés, pour avoir déjà 275 députés nationaux pour constituer une majorité restreinte. Mais l'UDPS ne s'est pas fermé. Et nous nous sommes ouverts à d'autres, y compris qui ont 1 député, 3 députés, 4 députés. Mais au nom du principe de la solidarité, c'est comme ça que vous avez vu certains membres de l'Union sacrée qui a 2 ministres, qui a 3 ministres, qui a 1 ministre, ainsi de suite. C'est au nom du principe de la solidarité de la majorité. Et donc, nos amis doivent les comprendre que cette équipe gouvernementale est resserrée au niveau de l'UDPS et sa mosaïque, avec en appoint certains alliés qui ont mouillé leur maillot et qui ont décidé de nous accompagner pendant la campagne et dans la gouvernance. Ça, c'est très important. Deuxième élément, lorsque nous parlons notamment de la représentation nationale, M. Héritier Maïla a semblé dire que le ministre, c'est un ministre national, on n'en disconvient pas. Le ministre, il n'est pas représentant de sa province parce que le représentant légitime de la province, c'est le sénateur. Alors que même le député national a mandat d'une circonscription, mais il représente le peuple congolais au niveau national. Et donc, mais lorsque la Constitution établit le principe de la représentation nationale du gouvernement, ces caractères tiennent compte de la géopolitique, tiennent compte aussi de la représentation en termes de répartition des provinces. C'est très important parce qu'il ne serait pas tout à fait acceptable qu'un gouvernement de la République soit publié qui est l'absence, par exemple, de 12 provinces. On vous dira non, le ministre représente toute la nation. Bien sûr que lorsque un monsieur est nommé ministre, il est nommé ministre pour la nation et les avantages dus à son poste sont exclusivement pour sa famille biologique. Et donc, ce n'est pas ni pour la province, ni pour son village, moins encore pour sa ville. Et donc, ça c'est très important d'être souligné, mais il faut cependant dire que dans ces gouvernements, de mon point de vue, toutes les provinces auraient dû être représentées parce qu'il y a beaucoup de membres, 54 c'est beaucoup trop. Si nous étions, le débat était autour d'une trentaine de postes ministériels, ça serait compréhensible. Héritier Maïla, je veux votre point de vue par rapport à ça, parce que ça se dit, l'UDPS s'accapare de tout, voilà, l'UDPS gourmand et tout. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Personnellement, ça ne me gêne pas en démocratie. Si c'était par nomination ou par consensus, ça allait me gêner. La démocratie, il faut laisser la latitude à la majorité de diriger. Comme ça, à la fin de ce mandat, l'UDPS n'aura pas d'échappatoire, comme pour dire on était avec tel, on était avec FCC, on était avec l'UNC. Laissez les partis qui a remporté les élections diriger pour finalement donner son programme pour qu'on puisse l'exécuter sans pour autant qu'il puisse y avoir des bâtons dans les roues. Parce que si on fait le mélange, c'est comme qui dirait que l'UDPS n'était pas préparé à diriger ces pays. Déjà l'UDPS avec sa mosaïque, bon, bien qu'on dit mosaïque, mais ce sont pour la plupart des membres qui étaient dans l'UDPS et qui ont créé d'autres partis politiques. Alors que l'UDPS cette fois-ci a 5 années pour diriger, que ces partis politiques puissent nous prouver de quoi il est capable, de quoi il a lutté pendant une trentaine d'années et aujourd'hui ils ont le pouvoir. Si pour le mandat passé, on pouvait accuser 2 ou 3 ans la présence du FCC, et puis il y a eu la coalition avec les autres, c'est vrai, le président Félix Tshisekedi n'avait pas dirigé avec sa majorité propre le premier mandat, mais pour ce second mandat, je crois que
qu'il a sa propre majorité. Et à la fin, lorsqu'on va établir le bilan, il n'y aura pas de échappatoire pour dire on n'avait pas la majorité, j'étais bloqué telle part. En tout cas, tout ce qui compose le gouvernement, c'est son choix. Et je crois que cette fois-ci, les choses vont bien aller. Et nous sommes en démocratie, nous devons l'accepter. Que ceux qui ont échoué, qu'ils rejoignent le camp de l'opposition et regarder comment la majorité est en train de diriger et mettre des critiques là où il faut pour que le pays finalement puisse évoluer. Aujourd'hui, en fait, il y a ce malaise-là au sein de l'Union sacrée. Il semblerait même, on le met au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves, il semblerait même qu'une pétition serait en gestation pour empêcher ou destituer la première ministre, quelque chose dans ce sens-là, ou empêcher l'investiture du gouvernement. En fait, il semblerait, c'est au conditionnel. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vient de relever là-bas, la représentativité, la frustration au sein de partis, au sein de l'Union sacrée et tout, est-ce que la solution ne serait quand même pas de revoir carrément ce gouvernement pour mettre tout le monde à l'aise? Je commence avec vous et puis Héritier Maïla après. Merci beaucoup. Mais je pense que la frustration, c'est du domaine du possible dans la politique et surtout dans la démocratie. La démocratie, c'est un domaine dans lequel il y a la liberté d'expression et la liberté de penser. Et la possibilité également de revendiquer ce dont on estime que c'est son droit le plus légitime. C'est une normalité. Mais au niveau de l'UDPS, nous n'avons pas à nous agiter et nous rassurons notre peuple. Et je vous ai dit ici que l'UDPS et sa mosaïque, c'est près de 240 députés nationaux. C'est vous dire que la marge de manœuvre de ces agitateurs est très minime. J'aurais préféré qu'aujourd'hui, l'opposition est en souffrance. Et cette grande majorité de plus de 420 députés nationaux, c'est une majorité qui est hétérogène et problématique. J'aurais souhaité que certains qui ne se sont pas retrouvés dans la composition du gouvernement lèvent l'option de servir le pays en étant dans l'opposition. Pourquoi les gens... Est-ce que c'est pas un peu radical, M. Simon? Ce n'est pas de la radicalité. Ce n'est pas de la radicalité. C'est de la rationalité. C'est du bon sens. C'est de la normalité. Comment voulez-vous que alors que le peuple, l'ensemble de la communauté nationale, s'est plaint de la taille du gouvernement, qui est, à notre point de vue, très exagéré, 54 ministres, c'est beaucoup. Et que l'on voit d'autres assoiffés du pouvoir, qu'est-ce qu'ils reprochent à ces gouvernements de 54 ministres? Quel est le profil qu'ils requisent au sein de ce gouvernement? Parce que le débat aujourd'hui, c'est un débat de postes, le débat d'égoïsme, d'égocentrisme, d'intérêt personnel, personnalisé et égocentriste. En RDC, il y a un adage courant, on dit il faut conjuguer nous mangeons, il ne faut pas conjuguer je mange. Et voilà pourquoi c'est de l'autorité publique, cet adage-là. Nous avons tiré les leçons du passé, le président de la République en premier, Félix Tshisekedi, parce que nous avions compris que cette année, ce mandat, c'est le dernier mandat de par l'actuelle constitution de la République, même si au niveau de l'UDPS, moi personnellement, je suis pour qu'il y ait un changement de la constitution, parce que Héritier Maïla ne me contredira pas, l'UDPS n'a pas participé ni à la campagne, ni au référendum instituant cette constitution. Nous sommes en légitimité aujourd'hui de proposer une nouvelle offre constitutionnelle à notre peuple, et nous personnellement, nous militons pour le changement de la constitution, parce que nous estimons que cette constitution a beaucoup d'éléments qui ne servaient pas le peuple congolais, pour lesquels le grand maître Étienne Tshisekedi Wangulumba de heureuse mémoire avait appelé au boycott. Moi qui vous parle, je n'avais pas été enrôlé en 2005. Mais pour revenir à cette question, j'allais dire que c'est là aussi le plus important. Je parlais du deuxième mandat et dernier, de par cette constitution, nous avons tiré la leçon des erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est que nous avions confié certains postes de responsabilité, certains postes clés de la gouvernance entre les mains
de nos alliés circonstanciels qui venaient fraîchement du FCC. Parce que l'Union sacrée était constituée essentiellement autour de transfiges du FCC, de ceux qui ont quitté l'alliance avec le PPRD. Et le président de la République, après bilan, a compris qu'il fallait resserrer la gouvernance. Donc vous n'avez pas confiance à ces transferts du FCC? Les résultats sont là. Le président de la République a considéré qu'il fallait resserrer la gouvernance autour de l'UDPS et sa mosaïque. Même si Héritier Maïla a semblé dire que l'essentiel de la mosaïque, ce sont les hauts cadres de l'UDPS qui ont créé des partis satellites pour asseoir la gouvernance. C'est une stratégie électorale qui a payé et qui nous a permis aujourd'hui d'assumer et qui nous permettra, je promets à notre peuple, d'assumer le 5 années à venir en tant que gestion du gouvernement. Et si échec il y a, ça sera l'échec de l'UDPS. Si réussite il y a, ça sera la réussite de l'UDPS en concours, bien entendu. Il faut vous résumer, c'est de dire, nous assumons, nous avons la majorité. Si ça ne vous plaît pas, allez à l'opposition. C'est notre mandat, nous allons le finir. Nous ne le dirons pas sous ces termes, mais nous disons que nous laissons le couloir à ceux qui peuvent servir la République dans l'opposition de le faire au lieu de faire les agitateurs dans une majorité qui est acquise à l'UDPS et ses alliés. Héritier Maïla, votre lecture. Bon, si je dois d'abord parler en ce qui concerne des récompenses dont on faisait allusion ici et qui a fait à ce qu'on puisse avoir une taille énorme du gouvernement, cela m'inquiète aussi par rapport aux intitulés du ministère. Je me pose beaucoup de questions. À quoi ça sert d'avoir un ministre d'État d'agriculture et aussi en bas, vous avez un ministre des pêches, par exemple. Juste un ministère pour la pêche. Bon, est-ce que c'était juste pour récompenser? Je ne vois pas, en tout cas, ces manœuvres. Et vous avez, par exemple, le ministre des infrastructures et de l'autre côté, vous avez un ministre d'aménagement du territoire. Bon, des intitulés comme ça, ça inquiète. Ça inquiète beaucoup. Vous avez un ministre des Affaires sociales et vous avez un ministre aussi délégué aux affaires sociales. Donc je me demande comment finalement ils vont travailler dans cette configuration. Voilà, il y a peut-être des postes qui sont fantaisistes où on retrouvera un ministre peut-être qui ne saura pas peut-être quoi faire. Je crois que le mieux peut-être sera fixé par le Premier ministre pour que chacun puisse rester dans les limites. Pour ceux qui s'inquiètent par rapport à la représentation nationale, ce n'est pas tard. Le gouvernement n'est pas encore investi. Nous sommes en démocratie. Il faut se battre à l'Assemblée nationale. Il faut convaincre les députés pour que ce gouvernement ne soit pas investi. Ce n'est pas pour la première fois que cela se passe en République démocratique du Congo. Evariste Kimba, par exemple, était nommé Premier ministre. Il n'a jamais travaillé parce que, après avoir remplacé Moïse Tshombe, son gouvernement n'était pas investi par l'Assemblée. Si on se dit que ce gouvernement ne raconte pas l'assentiment de la population, la Première ministre peut revoir son équipe autant des fois et peut se représenter à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de problème à ce sujet parce que nous sommes en démocratie, nous devons accepter toutes les règles. Pour finir, peut-être une petite parenthèse par rapport au changement de la Constitution, ça ne me gênerait pas si on ne touche pas le nombre du mandat du président de la République et surtout si le président Félix Tshisekedi nous dit qu'il ne va pas se représenter après ce changement de la Constitution. Cela va apaiser les impressions. Et pour faciliter la tâche à M. Tchiboboa, M. Siboboa, pour qu'on ne puisse pas perdre assez de temps, il y a déjà deux constitutions qui ne sont pas appliquées. La constitution de Louabou et la constitution de CNS, dont Étienne Tshisekedi et Marcel Liaou, qui étaient des fondateurs de l'UDPS, étaient des rédacteurs, comme ils étaient les intellectuels de l'époque. Donc,
Prenez seulement l'une de ces constitutions, mettez-la au référendum, mais surtout, de notre côté, nous qui soutenons le fédéralisme, nous allons vous applaudir. Et ce qu'il faut aussi mettre en tête, c'est que si on va au référendum, il y a changement de constitution, les mandats reviennent à zéro, même les sénateurs à vie à droit de citer, ils peuvent revenir. Donc il faut mettre tout cela dans la balance. Nous sommes en démocratie. L'UDPS n'a jamais eu peur de la démocratie. Nous, la démocratie est pour nous, c'est que le sang pour les corps humains. La démocratie est pour l'UDPS, c'est que sont les yeux pour les corps. Donc, c'était pas le sujet, juste une petite tout le monde est venu et nous aurions souhaité affronter tout le monde. Je sens la nécessité de revenir sur cette question, on verra comment y revenir plus tard. Mais pour terminer, parce qu'on fait déjà signe qu'on est pratiquement à la fin, une petite question. Voilà, entre le présidium de l'Union Sacrée et le chef de l'État, est-ce qu'il y a franche collaboration? J'aimerais que vous me donniez cette réponse-là. Parce qu'à un moment, on sent que le présidium dirige les choses de sa manière, alors que le chef de l'État aussi sa manière de voir les choses. Est-ce qu'il y a coordination à ce niveau-là? Coordination. Est-ce qu'il y a le même esprit? J'ai dit non, il n'y a pas le même esprit. Regardez le spectacle auquel le présidium nous avait livré lorsqu'il s'agissait de proposer les candidats au poste du bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les clientélismes, vous avez vu l'élément clientéliste, nespotisme qui avait lié à ce niveau-là. Lorsque vous regardez également le travail de la première ministre Souminois, qui n'a pas été facilité par le cacique, le présidium, qui est un présidium en défaillance totale des leadership. Moi, je réquise ces leaders qui ne sont pas de véritables des leaders, parce qu'ils sont encore dans une mentalité de marionnettistes téléguidés à partir de l'extérieur. Ils n'ont pas la capacité de se définir par eux-mêmes, de décider en âme et conscience pour les intérêts du peuple. Chacun tire le drap de son côté et chacun se bat pour ses intérêts. Voilà pourquoi nous avons passé beaucoup de temps. Et même alors, aujourd'hui, lorsque le président de la République et la première ministre ont levé l'option de ne pas insérer les autorités morales, c'est là que vous entendrez peut-être que hier, avant-hier, à la convocation par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de la réunion du présidium, M. Bahati Lukwebo était aux abonnés absents. C'est vous dire que c'est une farce, ce présidium de l'Union Sacrée. On doit recadrer les choses pour avoir non pas plusieurs têtes, mais une seule personnalité importante qui doit diriger la majorité. Merci. Parce qu'on note tout simplement qu'il y a un manque de leadership au sein de l'Union Sacrée. Ce n'est pas bien organisé parce qu'il n'y a pas un répondant. Tant qu'il y aura ces présidiums, il y aura toujours des mécontentements, il n'y aura pas toujours un mot d'ordre ou la discipline de la majorité qu'il faudra respecter. Vous l'avez vu pour choisir le président de l'Assemblée nationale ou le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. On n'a pas su donner un nom et on les a laissés aller à l'élection primaire, alors que dans un groupe, il doit y avoir quand même une discipline, il doit y avoir un chef qui décide et le reste obéit. C'est ce qui manque dans l'Union Sacrée, et avec ce présidium, il faut toujours nous attendre à des épisodes comme ça tant qu'il n'y aura pas un leader qui sera choisi pour conduire cette Union Sacrée. Alors, on va faire le tout dernier tour de table, donc pour conclure avec l'émission. Siwa Ouakab, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? En définitive, je pense que le gouvernement de la République tel que composé, même si il souffre de mon point de vue d'une taille très importante, alors qu'on aurait souhaité une taille réduite, mais ces gouvernements regorgent de personnalités propices, qualifiées, de pointures, de grosses pointures dans du monde scientifique, du monde académique, du monde
des affaires et également y associer l'expérience, parce que le rajeunissement ne signifie pas le combat contre ou la victoire contre l'expérience. Nous avons l'expérience, voilà pourquoi certains ministres ont été reconduits et d'autres déplacés un tout petit peu. C'est pour garder la cohérence de l'expérience. Merci. Le nouveau sont venus, mais la seule chose que moi je propose au président de la République, chef de l'État, c'est après cet épisode de reconsidérer l'union sacrée, de dissoudre le présidium de l'union sacrée et de confier la gestion de cette plateforme politique à un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et ce cadre ne doit pas être l'actuel secrétaire général de l'UDPS, parce que lui aussi a fait preuve de limite en termes de défaillance de leadership. L'unanimité au sein de votre famille politique. Pas l'unanimité, mais en termes de leadership, il a montré ses limites. Et donc le président de la République, pour avoir les franches coudées, pour se consacrer exclusivement à la tâche de l'État, il doit faire des aménagements utiles, que ce soit au niveau de l'Union sacrée et au niveau de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Héritier Maïra, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que l'actuel gouvernement doit éviter les erreurs du passé, comme l'avait dit le président de la République, c'est qu'on ne doit pas considérer que le développement en République démocratique du Congo sera possible à partir du sommet. On a bien initié le programme de 145 territoire pour le développement à la base, mais ce programme allait bien se passer si tous les moyens étaient confiés réellement à la base et plutôt que de laisser les sommets, quelqu'un qui est à Kinshasa décider par exemple de ce qui doit se faire à Congolo où il n'a jamais été, où il ne connaît pas les priorités de ces points. Alors qu'on puisse rectifier le tir et surtout qu'on laisse les moyens aux provinces, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une mainmise du gouvernement provincial. On sent l'âme du fédéraliste. L'IGF aujourd'hui, l'IGF est dans des provinces et empêche pratiquement les gouverneurs de bien travailler. Très bien. Voilà, madame, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de Politique à la carte de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est que je dis toujours, l'essentiel est que la République démocratique du Congo puisse gagner, quelles que soient les tendances, majorité, opposition ou autre. L'essentiel, c'est de mettre l'intérêt de la République démocratique du Congo en avant, que le peuple, que le Congolais lambda puisse jouir et puisse avoir la fierté d'être Congolais et d'appartenir à cette nation. Merci à vous et le rendez-vous est pris et pour la semaine prochaine. Au revoir.